Vous écoutez l'épisode 44 du podcast La boîte à outils des parents et les pères dans tout ça. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Alors dans cet épisode, j'ai la chance de recevoir Cédric Rostin, qui est le créateur du podcast Papatriarcat. Bonjour Cédric, bienvenue sur la boîte à outils des parents. Et bonjour Juliette, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Alors est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter brièvement, s'il te plaît ? Alors brièvement, j'ai 39 ans, j'habite à côté de Bordeaux. Je suis papa d'une petite fille qui va avoir 4 ans cette semaine, avec ma merveilleuse compagne Noëlla. Et je suis à côté, donc je suis papa vraiment à temps presque plein, puisque je suis papa d'une petite fille qui est instruite en famille. Ça prend du temps, ça c'est mon premier métier. Ensuite, je suis podcasteur, je suis thérapeute, je suis auteur, je suis conférencier et bientôt formateur aussi. Ça en fait. Ça en fait un petit peu, ouais. Ça en fait un petit peu. Alors, la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter, c'est parce que je m'étonne et je m'émerveille toujours de voir un papa ayant une conscience de la parentalité comme tu l'as. Alors, t'es pas le seul, évidemment, et heureusement, mais quand même pour moi, j'ai l'impression que c'est surtout une préoccupation maternelle et donc féminine. Alors, c'est mon impression qui est complètement personnelle et qui est sûrement biaisée par le fait que je sois moi-même une femme. Mais quand même, je trouve que c'est plutôt un domaine qui est réservé aux femmes et donc aux mères. D'ailleurs, dans mon podcast, c'est plutôt des mères qui m'écoutent que des pères. Je ne sais pas si toi, c'est pareil. Alors moi, j'ai 18% de pères. D'accord. Enfin, d'hommes, pardon, j'ai 18% d'hommes. J'ai 2% de personnes non-binaires autres. Et j'ai 80% de mères dans l'auditoire du podcast. C'est quand même beaucoup. Du coup, c'est beaucoup, ouais. Et c'est pas que mon impression personnelle que c'est un sujet qui soit réservé aux femmes, enfin réservé, pris en main par les femmes en tout cas. Mais du coup, je voulais savoir, toi, je suis curieuse en fait, qu'est-ce qui a déclenché ta prise de conscience ? Il y a plusieurs sujets. Je pense que il y a plusieurs moments, si tu veux, dans ma vie. C'est tout un parcours de vie qu'il faudrait que je te retrace, mais il y a plusieurs moments dans ma vie. Il y a des moments professionnels, il y a des moments sportifs dans le milieu du handball, et puis il y a des moments personnels, tout simplement, avec des gens que tu rencontres, des échanges que tu peux avoir, des relations que tu peux nouer, et puis il y a cette arrivée de la paternité qui a bouleversé ma vie, tout simplement. Et bien sûr, après il y a du coup une curiosité qui est naturelle, et moi, si tu veux, de manière innée chez moi, il y a une grande curiosité comme chez beaucoup de gens, et surtout moi j'adore les gens en fait. Je suis passionné par les gens, et donc les histoires des gens, sans distinction de genre, de couleur de peau, de religion, de tout ce qu'on veut. Et ça chez moi, chez moi c'est inné. Et bien sûr, après, de là, il y a ce parcours de vie qui fait que ça m'amène à avoir toujours une approche où je cherche à comprendre les gens, en fait. Au lieu de me dire, tiens, un tel, je sais que c'est terrible, hein, ce que je veux dire, parce que des fois, j'essaie même de comprendre les pires gens, tu vois. Enfin, ce qu'on va ranger dans les pires gens. Et puis, il y a des choses avec lesquelles je suis très en phase depuis très longtemps, c'est que je sais que je ne serai jamais 100% en désaccord avec quelqu'un ou 100% en accord avec quelqu'un, ça n'existe pas. Donc voilà, je suis très très en phase avec tout ça, très en paix avec tout ça, et du coup la parentalité, ça m'a ouvert un chemin de découverte incroyable. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, c'est parce que tu t'es intéressé à l'enfant qui venait d'arriver, que tu t'es complètement engagé dans cette parentalité-là. Tout à fait, complètement. Il y a s'être intéressé, et il y a avoir aussi compris une chose essentielle pour moi, c'est qu'à partir du moment où j'ai, si tu veux, moi à la base, je savais ce que je voulais pas comme paternité. Je voulais pas être violent. Je voulais pas être violent, je voulais pas spécialement être autoritaire. Avant même de l'annonce de la grossesse, tu vois, moi j'étais dans le milieu de l'accompagnement de l'humain en entreprise et dans le milieu sportif, et j'étais déjà en décalage par rapport au système en place, puisqu'en fait, moi, je ne sanctionnais pas, ou très peu,
Alors je parle pas sur un terrain de hand parce que j'étais arbitre de hand en fait, mais des fois en effet dans un cadre d'un match, il faut savoir poser des sanctions. Mais en entreprise par exemple, j'étais responsable et j'étais pas quelqu'un qui sanctionnait beaucoup. Par contre, je responsabilisais, j'autonomisais énormément. Et ça passait par ce qu'on appelait déjà le management entre guillemets bienveillant. Et comme en parentalité, il y a des gens qui te vendent des méthodes miracles qui ne marchent pas, bien sûr. Et donc en fait, c'est fou à quel point le parallèle, si tu veux, entre management et parentalité peuvent vraiment se faire et se rejoignent à plein d'endroits. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai abordé ça, mais j'avais toujours cette question de, ok, alors j'ai été formé, si tu veux, en management, à faire autrement qu'en disant à des salariés, soit t'es génial et je te donne des sous, soit t'es une merde et je te sanctionne. En fait, il n'y avait pas de juste milieu. Et finalement, avec l'enfant et l'enfant, c'était un petit peu pareil. Et moi, dans les modèles que j'ai connus, si tu veux, que ce soit au travers de mon père ou les autres figures paternelles que j'ai rencontrées dans mon enfance, j'avais aucun repère en fait pour savoir comment faire sans être violent. Enfin, tu vois, moi, je veux dire, j'ai connu le martinet, la fessée, la gifle, les coups dans les fesses, la badine sur les mollets, bien sûr, les insultes, les humiliations, les punitions. Voilà, donc tu vois, moi, je partais de là. Et Tu partais de loin. je partais de loin et c'était compliqué. Alors, je précise quand même que dans mon parcours de vie, de 30 ans à 32 ans, je fais une thérapie. Et je pense que je recommande ça à tout le monde et encore plus aux mecs, peut-être. Et si tu veux, donc, je partais de là. Et en fait, je me suis dit, puisque j'ai pas les infos, il faut que j'aille les chercher. Et donc, je suis allé les chercher et j'ai commencé à m'intéresser au sujet de l'enfance. C'est là où j'ai découvert le sujet des violences éducatives ordinaires. C'est là où j'ai compris le système, en fait, le système d'oppression de la société adultiste sur l'enfance et de cette société qui oppose l'enfance au lieu de construire avec elle et autour d'elle. Il suffit de voir quelque chose de très simple, hein. C'est que pour qu'il existe des endroits kids-friendly dans la société, ça veut bien dire que le reste de la société n'est pas du tout kids-friendly, puisque sinon on n'aurait pas besoin d'apposer cette marque. Voilà, donc des petits trucs comme ça qui sont tellement évidents quand on le dit, et Effectivement, ouais. et qui pourtant montrent bien que les enfants sont pas du tout engagés. Alors ça bouge à différents endroits, et c'est là où tu remarques plein de trucs. Tu remarques que par exemple les trains en France ne sont pas du tout pensés pour l'enfant et l'enfance. Voilà, t'as pas de wagons spéciaux avec des petits toboggans et tout, comme tu peux avoir en Suisse, en Norvège, en Allemagne. L'autre jour, je suis allée dans un parc d'attractions, donc pour enfants, Mm. et il n'y avait pas de toilettes adaptées aux petits. Tu vois. C'est quand même dingue. Tu vois, surtout qu'il y a des choses qui existent. Je vais donner un truc, nous, ce qu'on a à la maison. Alors, je raconte un peu ma life là, du coup. Mais nous, ce qu'on a à la maison, tu vois, par exemple, on a une double lunette. Oui, j'ai pareil. Tu vois, mais en fait, moi, depuis que j'ai découvert que ça existe, je me dis, mais pourquoi c'est pas partout? Mais oui. En fait, pourquoi c'est pas partout? Tu vois, ça coûte 20 balles. Et encore, tu vois, moi, je l'ai acheté à la pièce. Imagine, tu sais pas, t'es une grande chaîne de restaurants, t'es McDo, t'équipes tous tes restaurants, tu vas payer ça 50 centimes la pièce, quoi. Ah ouais, carrément. Donc, ça concerne les enfants de l'acquisition de la propreté à tard, en plus, à 8 ans, 8-9 ans même, peut-être. Bien sûr, tu vois, donc on est vraiment sur quelque chose qui est... mais ça montre bien que la société est pensée comme ça. Il y a un autre point aussi très intéressant, quand tu commences à t'intéresser au texte et tout, tu vois, c'est très intéressant de voir que la CIDE, donc la Convention internationale des droits de l'enfant, dans sa rédaction, dans la façon dont elle est rédigée, même si elle apporte énormément de choses géniales, hein, il y a zéro débat là-dessus, mais dans son mode de rédaction, elle dit « l'enfant doit ». L'enfant doit avoir accès à l'école, l'enfant doit. Et quand tu regardes ça, donc là, on raisonne en partant de l'enfant et des obligations de l'enfant et de l'enfance. Et quand tu regardes la convention sur les personnes en situation de handicap, c'est la société doit. Ah. Tu vois. Ça fait une différence. Exactement, ça fait une différence majeure. Ça fait une différence majeure. Et vraiment, c'est là où tu vois tout le point de vue. Donc, si tu veux, moi, je suis parti de là. Et je me suis dit, OK, comment je fais, en fait, pour découvrir ces nouveaux modes de parentalité. Donc, je me suis renseigné sur le lien d'attachement. Et il y a quelque chose qui nous est paru assez évident à ma compagne et à moi très vite. C'est que je pouvais pas me limiter à 15 jours de présence du congé paternité de l'époque au moment de la naissance. C'était pas possible. Donc, en bidouillant et avec beaucoup d'arrangements en interne là où je travaillais, j'ai pu avoir 3 mois et demi de présence. Et j'ai repris le travail après ma compagne. Et ça, en fait, je pense que c'est un élément décisif et déterminant dans ma vision de la parentalité et de la paternité aujourd'hui, très clairement.
Et pour le lien que tu as avec ta fille aussi, que tu as construit. Tout à fait. Ouais. Mais alors, du coup, si je comprends bien, il n'y a pas eu un événement, une personne qui t'a influencé dans la vie. C'est plutôt un cheminement de vie qui te fait t'intéresser à tout un tas de choses. Et là, bah, t'es devenu père, donc tu t'es intéressé à la parentalité. Exactement. Après, Ouais, ok. il y a quelques moments qui sont très très percutants dans mon parcours. Il y a le documentaire Même qu'on est imbattable de Marion Querc, qui est génial et où vraiment, en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'une fois que j'ai compris qu'on pouvait faire une éducation non violente, je me suis dit, mais est-ce que c'est seulement possible? Ouais. Est-ce qu'une société peut vraiment mettre ça en place? Oui. Et c'est tout le sujet de son documentaire. Mm. Donc j'ai fait, ok, on peut le faire. Donc là, j'ai fait, d'accord, on y va. Il y a le travail de Fanny Vella que j'ai trouvé extraordinaire dans les mises en situation, dans cette prise de conscience de différences de traitement enfants-adultes. Et il y a aussi après sur d'autres sujets, des sujets, si tu veux, de plus, tu vois, tous les sujets de DME, motricité libre, enfin un petit peu du panel, là, du pack, de ce qu'on pourrait appeler le pack qui vient avec, sur les réflexions que tu peux mener, la HNI aussi. Il y a tout le travail de Virginie Maillard du blog mougrébouillon.fr. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux apprentissages, il y a le travail d'André Stern, de son père Arnaud Stern, et aussi je pense à des gens comme Ken Robinson, Peter Gray, voilà. Et donc là vraiment je me suis dit waouh, il y a tout un pan qui s'ouvre à moi. Et ce qu'il y a de dingue, c'est qu'en même temps, ça c'est la petite info croustillante, c'est qu'en même temps moi j'étais toujours en poste dans le management en entreprise et j'ai essayé d'appliquer des choses que j'apprenais dans ces livres en entreprise et ça marche. Et ça marche. Mais oui, moi je trouve que l'éducation qu'on donne à ses enfants, c'est très proche du management qui devrait, enfin, qu'il y a dans la société, enfin, dans les grandes sociétés. Et l'éducation bienveillante qu'on aimerait avoir avec ses enfants, eh ben, on devrait avoir du management bienveillant au sein de la société, quoi. Bah, de toute façon, en fait, la définition même du management, c'est que chaque partie soit gagnante. Mm. Attention, chaque partie soit gagnante selon les critères de chaque partie. Ouais. Par exemple, si moi, salarié, je demande du temps, je demande à moins travailler, ou du moins je veux des jours de récup et que tu me donnes une prime, je suis pas gagnant en fait. Tu vois, c'est pas du management. Mm. À partir du moment où, en tant que manager, on amène les gens à faire ce qu'on veut uniquement, c'est pas du management, c'est de la manipulation. C'est ça. Voilà. Et Ouais, ça, c'est de la contrainte. et c'est ça. Et en fait, à partir du moment où tu fais le rapprochement entre ces deux trucs, et d'ailleurs ça marche dans tous les éléments de l'accompagnement de l'humain, bah tu fais ok quoi. Enfin, ok, on y va. Tu vois, moi je me suis senti hyper à l'aise quoi. Après, bien évidemment que comme tout le monde, je rencontre des difficultés dans ma parentalité. Mais j'avoue que ça va. Tu vois, moi on m'a dit les Terrible 2, les Fucking 4, les machins. Ouais, il y a des phases où ma fille, en effet, elle réajuste, elle teste les limites. Mais en fait, à partir du moment où les limites du cadre, j'entends, qui lui est donné, mais à partir du moment où tu comprends que l'enfant c'est un explorateur, l'humain est un explorateur, et explorateur, exploratrice, né. Ben en fait, c'est normal. Mais oui, complètement. Si tu veux, j'ai vraiment ce regard-là. Tout ça, c'est normal. C'est tout à fait normal que ma fille, en grandissant, tous les éléments que je pensais acquis, si tu veux, en termes de cadre, ben oui, elle va les retester parce qu'elle a de nouvelles perceptions, elle a de nouvelles capacités psychocognitives, elle a de nouvelles capacités psychomotrices. Et ça marche. Et il y a un truc qui choque énormément les gens, si tu veux. Quand je dis, quand je parle d'éducation, c'est que je fais aussi un parallèle avec l'éducation canine. Ouais, bah, oui. Parce que Ça se j'ai fait un beaucoup, ouais. chien, on a fait des cours d'éducation. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps, je terminais ma formation de master sur le management, spécialisation coaching. Et en fait, un formateur nous dit, vous savez, je sais pas, est-ce que quelqu'un a un chien? Est-ce que quelqu'un fait de l'éducation canine et tout? Ouais, on fait. Et il nous dit, en fait, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent, quoi. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que l'éducatrice qu'on avait, elle nous avait pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut toujours que le cadre avec le chien soit parfaitement respecté et parfaitement cohérent. Elle me disait, imaginez juste que le travail que vous faites avec votre animal, c'est vous partez du rez-de-chaussée, il faut l'amener au 3e étage. Et il doit monter les escaliers, étape par étape, marche par marche. Ok? Ça, c'est le travail. Et donc, il a sa récompense
au travers de tout. Parce que bon, avec les chiens, c'est quand même une récompense à la fin. Oui. Je dis pas je dis pas que c'est ça avec les enfants. Faut pas forcément leur donner un bonbon parce qu'ils font un truc, attention. C'est juste le process qu'il faut visualiser. Je précise quand même parce qu'on sait jamais. Et si tu veux, en fait, elle nous dit, le truc, c'est qu'à partir du moment où vous allez donner la récompense au mauvais moment, où le process est plus respecté, c'est comme si vous lui disiez, et tiens, regarde, en fait, il y a un ascenseur. Là, vous lui faites prendre l'ascenseur. Et en fait, de manière très logique, nous-mêmes, quand on voit quand on se cogne nos 3 marches pour monter nos courses, par exemple, et que tout à coup on se rend compte qu'il y a un ascenseur, mais imaginons même qu'il ait marché qu'une seule fois, mais on sait qu'il est là, qu'est-ce qu'on va faire les fois suivantes, à chaque fois avant de prendre l'escalier? On va essayer On va l'ascenseur. appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Ah oui, forcément. Et en fait, c'est pareil. À partir du Et moment où oui, je on pense que les laisse... enfants, c'est pareil, ouais. Exactement. Alors après, il faut pas se mettre la pression non plus. C'est-à-dire que, bien sûr que de temps en temps, on va lâcher un ascenseur, quoi. Ouais. Mais faut juste comprendre que du coup, c'est normal que l'enfant vienne appuyer sur le bouton de l'ascenseur pour voir s'il fonctionne. Ouais. Voilà, c'est tout. Et c'est la façon dont on réagit quand il appuie sur le bouton de l'ascenseur aussi, je pense, Oui. qui est important. Et la façon dont on réagit, il faut aussi être clair sur le fait que moi, je réagis pas de la même manière non plus. Si j'ai bien dormi, si j'ai bien Oui, mangé, si exactement. Ouais. voilà, ça dépend aussi de Ah tout ouais. ça. C'est qu'il y a des fois aussi, Ouais. et il y a des fois où du coup je pensais pas activer l'ascenseur et puis où je me dis tant pis, j'ai pas l'énergie, tu vois. Et voilà, faut juste avoir conscience que le cadre ça va être l'escalier et de Et de temps en temps en temps, il temps, peut y avoir un coup d'ascenseur. ouais. Et du coup, c'est tout à fait normal que l'enfant vienne appuyer pour voir si le bouton de l'ascenseur fonctionne. Exactement. Et ça choque toujours parce que moi, c'est quelqu'un c'est dans l'éducation canine, tu vois, qu'on m'a transmis cette image, que je trouve Ouais. pourtant tellement efficace. Mais oui, Tu vois, oui, ouais, elle est carrément. tellement pertinente, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'avance avec ma fille. Là, du coup, tu m'embêtes un peu parce qu'il y a pas un truc qui a fait que tu as pris conscience de t'impliquer dans la parentalité, etc. Mais si tu devais donner des conseils aux mères qui nous écoutent, comment faire en sorte que leurs coparents ou quoi que ce soit s'impliquent plus? Alors, c'est très compliqué de donner des conseils. C'est pas quelque chose dont je suis très friand. Déjà, premier point, si c'est un futur papa ou un jeune papa, sans aucune sans aucune prétention ou ni fausse humilité, offrez-lui mon livre, Tu vas être papa, aux éditions First. C'est un bon conseil. Il est fait, il est pensé et il est fait, il est pensé. Tous les retours vont dans ce sens-là pour justement le mec lambda qui s'est jamais posé de questions, qui va découvrir plein de sujets, notamment aussi le sujet de la charge mentale et de l'application aussi dans le foyer. Voilà. Après, si je devais donner quand même quelques recommandations, c'est que bien sûr il y a ce sujet extérieur. Moi, je pense que déjà ce qu'il faut, c'est vraiment prendre conscience de tout ça, mais il y a tellement de sujets qui s'imbriquent que c'est compliqué. Donc d'un côté, il y a impliquer les mecs. Moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est déjà ce qu'a appliqué ma compagne avec moi. Donc si pour les jeunes parents, futurs parents, c'est mettez le mec en charge du suivi du carnet de santé. C'est un bon conseil, on n'y pense pas à ça. Voilà, il est en charge. Ça veut pas dire qu'il doit aller à tous les Oui, rendez-vous parce selon que les dispos de chacun. il n'y a pas les mêmes congés maternité, paternité et tout. Mais en tout cas, c'est lui qui est en charge. Ça veut dire il doit s'intéresser à la santé, il doit s'intéresser à ce qu'on appelle au care, donc au fait de prendre soin. Donc déjà, il doit s'y intéresser. Et ensuite, pareil, c'est toujours ce que ma compagne a fait avec moi, mettez-le en charge de la personne qui fera le mode de garde. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça l'oblige à s'intéresser à tous les aspects de la vie de l'enfant, y compris les couches, y compris le choix des couches, y compris l'approvisionnement. Ça implique aussi la logistique derrière. Enfin, il y a un sujet qui fâche, c'est il faut aussi accepter que l'autre fasse différemment. Il faut aussi accepter de lâcher du terrain. Et moi là-dessus, j'ai pas de leçon à donner ni aux femmes ni aux mères, certainement pas. Par contre, je peux vous citer une militante féministe américaine, une militante féministe noire américaine, qui s'appelle Bell Hooks, dont je vous recommande la lecture des ouvrages, qui dit juste cette phrase: « Les hommes sont conditionnés à fuir la responsabilité de l'éducation des enfants. » Ça, ok. Et cette fuite est cautionnée par les femmes qui pensent que la maternité est une sphère de pouvoir dans laquelle elles perdraient du terrain si les hommes partageaient équitablement les tâches parentales. Ouais. Et ça, c'est pas un homme qui vous le dit, c'est une femme, militante, féministe. Ah ouais. Et ça date de 1984. Et je suis tout à fait d'accord avec ça parce que justement, en fait, les mères se disent c'est bon, c'est mon domaine, je gère tout. Et en fait, si le père veut s'impliquer, finalement, il n'y a plus de place. Ouais, alors, c'est toujours pareil. Hein. Pour moi, il n'y a pas de gentil ou de méchant, si tu veux. Il n'y a pas de... tu vois, parce que... Non, bien sûr. C'est les choses qui se font naturellement, inconsciemment, et puis voilà.
il y a quand même des stratégies aussi chez les mecs souvent pour éviter les tâches. complètement. On veut bien aller au parc, mais c'est toujours à maman de préparer le sac, par exemple, tu vois. Ok. Voilà. Donc, non. En fait, si tu vas au parc, tu prépares le sac. Voilà. Après, peut-être qu'en effet, pour moi, la marge de manœuvre, elle est sur, il a préparé le sac, putain, il a pas pris une lunette de soleil, je vais bien lui faire la remarque quand il va rentrer. Peut-être que ça, on peut éviter, en fait. Exactement. Parce que, du coup, il a fait différemment, mais il a fait. Ouais. Et aussi pour une raison très simple, c'est que, des fois aussi, les mamans, ils oublient une lunette de soleil, en Oui, fait. complètement. Ça arrive à tout le monde, en fait. Et donc, mais par contre, si on commence à pointer ça, on va on va pointer l'incompétence et Oui. on va pas envie de donner à la personne, Exactement. on ne va pas donner envie à la personne d'y retourner, quoi, tout Exactement. simplement, de recommencer. Donc ouais, on est encore une fois dans du management, Ouais. tu vois, dans l'accompagnement de l'humain. Mais c'est pas aussi simple, je pense que voilà, il y a quand même ce côté aussi qui est très stéréotype de genre dans la société où les hommes sont orientés vers l'extérieur du foyer et les mères vers l'intérieur du foyer. Ça a rien de naturel, ça a rien de biologique, c'est juste une construction sociale, soyons très clairs là-dessus. Mais en effet, il y a tous ces champs-là, c'est que d'un côté, les hommes doivent investir le sujet, d'un autre côté, les mères doivent laisser la place aux hommes sur ce sujet-là. Et en même temps, on peut comprendre que ce soit pas si facile de laisser la place. Je vous renvoie vers les paroles de Bell Hooks et vers l'intégralité de sa bibliographie. Exactement. Donc, laissez le papa en charge du carnet de santé, de la personne qui va garder l'enfant, et du choix de la personne qui du choix de la personne, et laissez-le faire à sa façon. Ouais. C'est ça. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Cédric, je te propose de s'arrêter là, on pourrait en parler des heures, je pense. Mais on pourrait, ouais. On est passionnés tous les deux, mais je te propose de s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast La boîte à outils des parents. Et du coup, je mettrai toutes les références de ce que tu as cité, de où est-ce qu'on peut te retrouver, etc., dans les notes de l'épisode. Okay. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Cédric. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger les guides gratuits. Il y en a un nouveau, c'est le guide pour passer des vacances sereines en famille. Vous bénéficierez aussi des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants et de la liste des émotions. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Je suis aussi sur LinkedIn sous le nom Juliette Cerceau et sur YouTube vous trouverez ma chaîne à mon nom Juliette Cerceau. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le moi savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi rédiger un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs et auditrices de retrouver ce podcast plus facilement. Et si vous voulez que je vous accompagne de façon individuelle et personnalisée, je vous invite à visiter mon site internet et à réserver votre rendez-vous découverte gratuit et sans engagement. À mardi prochain!